voilà, donc je m'occupe depuis 9 ans de la télévision, la Téléprovidence. Je suis plusieurs fois d'ailleurs, 3-4 fois même, suivant les réunions annuelles de partage avec Zoya. Et donc là, il y a un changement significatif du fait de la désincarnation, si on peut dire, de Benjamin Crème. Et donc c'est pour ça que cette fois-ci, ça sera cette collaboratrice, je ne sais pas si c'est son lien, de la succession. Il est venu nous voir d'Amsterdam. Oui, elle est venue nous voir d'Amsterdam, mais disons qu'elle n'est pas officiellement. Oui. Disons, elle donne tout l'enseignement que donnait Benjamin Crème toute sa vie, mais officiellement, elle continue le travail qui s'appelle maintenant. Qu'elle soit déléguée à être la successrice de Benjamin Crème, nous ne savons pas. Oui, ça. Simplement, Oui. l'enseignement est le même, et la base, et nous continuons d'informer le public sur le visage. Nous sommes ravis de pouvoir construire cette qui est aussi très avancée sur ce chemin, qui a accueilli grâce à son mari, qui est le fils de Benjamin Crème. Voilà, c'est la belle-fille de Benjamin. Voilà. La Bru. Donc on a un écho tous les ans, on continue effectivement leur conférence sur Amsterdam, le Kerkrade exactement, et qui est le centre européen d'information qui contribue et a donné des informations sur le partage international et sur toute l'œuvre de Benjamin Crème, ainsi que des maîtres de sagesse. Voilà, c'est une grande aventure qui continue. En fait, oui, le spectacle continue, il n'y a pas de rupture. Est-ce que ça veut dire que vous attendiez quand même quelque part à la disparition de Benjamin Crème, tôt ou tard? Vous étiez préparé à cela? C'est clair, oui, mais à l'âge qu'il a atteint, ça pouvait se passer d'un jour à l'autre. Mais est-ce qu'il a vraiment préparé sa succession? Pas du tout, mais il n'y a aucune continuité pour l'instant. Voilà, c'est ça. Voilà, le groupe continue à divulguer les enseignements qu'il nous a donnés, mais il n'a aucun successeur. Et Félicité vient juste témoigner de son expérience de travail auprès de lui. Elle n'a aucun statut particulier. Et ça va venir un jour ou l'autre, cette succession? Il va y avoir une... Nous n'en savons rien. Ce que nous pouvons espérer, c'est que nous n'aurons pas besoin de successeurs et que les maîtres apparaissent finalement eux-mêmes. Le jour de la déclaration serait imminent. Oui, ça serait l'idéal, et c'est certainement pour dans peu de temps. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Peut-être que le décès de Benjamin Crème précéderait de peu. Oui, c'est probable. Parce qu'actuellement, le groupe est déconnecté de la hiérarchie. Puisque Benjamin Crème était le seul à avoir une connexion télépathique avec l'un des maîtres qui lui permettait de nous donner des enseignements, des messages. Pour l'instant, nous n'avons aucun contact avec les maîtres. Aucun contact conscient. C'est important. C'est Valérie, Justine. Nous en avons par l'intermédiaire de notre travail, le travail de la transmission, où effectivement, le dimanche, ainsi que tout ce qui se passe en rêve, notre travail individuel continue, et le travail de groupe continue par l'intermédiaire de la méditation transmission, avec différentes âmes qui sont connectées avec différents types de rayons. C'est la médiumnité. Non, c'est pas de la médiumnité. C'est une forme de médiumnité au sens du contact. Il n'aimait pas ce terme. Non, parce qu'il y a une grande différence entre ce qui est la transmission et la médiumnité. Voilà. La transmission, c'est vraiment un travail d'information d'âme à âme par l'intermédiaire de l'intuition et du plan mental à un plan mental. Donc effectivement, il y a beaucoup moins de sources d'erreurs, de transformation d'informations. Tandis que la médiumnité, ce n'est pas un défaut en soi. Il y a des êtres qui sont très médiums, simplement, ils peuvent aussi véhiculer des informations qui sont de toutes sortes, peut-être vraies, mais peut-être fausses. On est plus dans le domaine astral qui induit un peu l'erreur. Je ne vais pas dire qu'on rejette les médiums, parce que c'est une qualité. Hein? Puis même, il faudrait instruire les médiums dans le sens du plan mental pour ensuite qu'ils puissent être au service de l'humanité de manière puissante. Mais le terme médiumnité, c'est vrai qu'on l'utilise plus. Et le terme dans partage. Est-ce que le mot prophète vous parle plutôt prophétique? Qu'est-ce que ça vous fait penser, le mot prophète? On n'utilise pas ce terme-là parce qu'il est connoté, il est très fortement connoté, que énormément de mouvements spirituels ont qualifié leurs fondateurs de prophètes. Voilà.
Chez Donc nous, le mot il qui n'y a est pas de important, prophète c'est chez nous. comment Benjamin Crème n'est pas quel un mot prophète. on doit employer finalement? Pourquoi? Pour définir quoi? La transmission, c'est ça Il n'y a pas besoin d'employer un mot spécialement. Non, disons quand vous parlez du prophète, vous pouvez peut-être parler de Maitreya, mais nous on l'appelle l'instructeur mondial Ouais. des hommes et des anges, c'est-à-dire qu'il est vraiment venu pour aider l'humanité à un moment précis. Et donc il fait partie des... Quand on dit une extériorisation de la hiérarchie des maîtres de sagesse, ça veut dire qu'il y a le Maitreya, plus les maîtres, plus beaucoup de choses derrière. C'est pas un être qui arrive comme ça, c'est tout un groupe d'êtres. Une Grigor. Un égrégore, non, un groupe d'êtres très avancés sur le chemin, Oui, oui. qui n'ont pas besoin de se réincarner sur Terre parce qu'ils sont déjà complètement illuminés. Ils ne sont pas obligés de revenir, ils viennent pour servir l'humanité, les maîtres de sagesse. Donc voilà, on est à une ère où nous attendons tous depuis quelques années la venue de notre cher Maitreya, qui est... Et on nous dit qu'il est, je ne sais pas, d'après ce que j'ai entendu dire, il est déjà manifesté. Bien sûr, Il est on déjà, attend la venue. il est déjà parmi nous quelque part. C'est plutôt Je sais pas ce que moi je connais pas, j'ai entendu dire ça. spécifié que c'est plutôt on attend son émergence publique Voilà. parce qu'il demande à le public d'être accepté et d'être ouvert au monde. Donc il y a toute une préparation qui se fait pour que les gens consciemment puissent demander sa venue. C'est quand même, c'est pas, voilà, une majorité d'être conscients, maintenant sont conscients que la méditation transmission, qu'il y a une marge de population qui est prêt à l'accueillir. Mais en même temps, si j'ai bien compris, lorsqu'il prendra la parole, ça va également provoquer quelque chose, ça va provoquer un changement. Donc il y a à la fois, il faut que les gens soient prêts, mais en même temps, en intervenant, il va déclencher un autre processus. Ça se passe quelque chose d'extraordinaire. Pour l'instant, il est impliqué, il est engagé dans un processus de manifestation progressive, c'est-à-dire qu'il est, il est invité sur des programmes de télévision, pas encore en France, mais dans un certain nombre de mais pays, de grands pays du monde. quelle qualité? Mais justement, je ne sais pas comment il se présente, comme sociologue, éducateur, je ne sais pas, mais les journalistes qui l'invitent sont intéressés par ce qu'il dit, sont surpris par la qualité de son propos, la profondeur, la simplicité de ses paroles, mais ce n'est qu'au bout de ce processus de notoriété croissante qu'il dira qui il est. Oui. Parce que pour l'instant, les gens qui l'invitent ne savent pas du tout qu'il est le chef de la hiérarchie spirituelle, machin chouette, de cette planète, etc. Est-ce qu'il le sait lui-même d'ailleurs? Ça c'est clair, c'est le moins qu'on puisse dire. Imaginer qu'il est porteur de quelque chose sans être vraiment capable lui-même d'identifier. Le moins qu'on puisse dire est qu'il est absolument conscient de tout ce qu'il fait, pourquoi, comment, quand... Alors en gros, quelles sont les grandes lignes de son message actuellement? C'est d'une simplicité biblique, c'est-à-dire redécouvrez et mettez en application la fraternité essentielle de l'espèce humaine, par le partage des ressources globales, par la coopération, par la justice. Et il ne vient pas pour nous dire il faut prier à telle heure, allumer une bougie à telle heure, machin chouette. Non. Il vient même pas pour nous sauver. Non. Il vient pour nous suggérer des actions qui sont susceptibles de nous résoudre nos problèmes gravissimes, autant écologiques que sociaux, la faim, le délabrement écologique de la planète, etc. Mais les maîtres ne vont pas faire le travail à notre place. Non. Ça, c'est très clair. Ce sont des guides, ils vont nous accompagner, on aura énormément de chance parce qu'on pourra mettre en application il suffira de mettre en application leurs suggestions, mais ce ne seront que des suggestions. Ce ne sera jamais des ordres, ce ne sera jamais... Ils sont les mieux placés pour connaître les lois de l'évolution, et l'une d'elles, c'est le respect du libre arbitre. Nous, ils ne sont rien sans nous. Alors votre point de vue. Par rapport à, je reviens à ce qu'on attend tous, c'est-à-dire le jour de déclaration. Et c'est vrai que Maitreya va choisir ce qu'on appelle une fenêtre d'opportunité. Il y a énormément de facteurs qui interviennent, l'humanité, des énergies cosmiques, les énergies du Verseau. Justement pour que cette information de l'émergence de Maitreya, avec des forces contraires qui peuvent l'empêcher d'agir, mais en même temps, ils se sont soutenus par une grande partie de l'humanité. Et quand il apparaîtra devant notre écran de télévision, ça paraît complètement un miracle, une magie, mais il n'empêche que chacun le verra devant un écran.
et entendra ses paroles et donnera tout l'enseignement, tout ce qu'il vient faire sur cette planète. Chacun l'entendra dans sa langue propre et c'est à ce moment-là qu'on aura vraiment comme un cadeau, une bénédiction, un baptême, je veux dire une grande expansion du cœur, tout le monde fera en même temps la communion de quelque chose qui est extraordinaire, qui arrive sur notre planète, qui est déjà là, mais qui sera ouvertement reconnu juste par la présence et la manifestation extérieure. Alors, je voudrais poser une question qui fait partie un peu de nos sujets préférés, et comme vous êtes vous-même un homme et une femme, est-ce qu'il y a un message qui parle de cette question des rapports entre les hommes et les femmes dans votre... Il y en a beaucoup, mais pas spécialement. Non, mais qu'est-ce qu'il conseille? Est-ce qu'il conseille de prendre conscience de la complémentarité, de la différence, ou au contraire de dépasser cette différence? Qu'est-ce que, à votre avis? Le respect. Non, je ne vois pas très bien la question. Nous sommes complémentaires. Il faut des hommes et des femmes pour perpétuer l'espèce. Oui. Il est absolument évident que les hommes et les femmes sont porteurs d'une âme qui est tout aussi divine dans un corps d'homme ou dans un corps de femme. Nous sommes tous égaux par rapport à Dieu et par rapport aux lois de l'évolution. Juste une pratique pendant la méditation de transmission où on met effectivement les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Mais pourquoi? C'est parce que justement nous avons des polarités différentes, donc nous sommes complémentaires. Mais ce qui permet au maître de sagesse de nous voir et de travailler beaucoup plus facilement avec les énergies de polarité qui correspondent aux hommes, c'est juste une histoire de polarité. C'est pas une histoire, il n'y a pas de problème de ségrégation, pas dans... Non, mais je pose la question, voilà. C'est le seul moment où on est un petit peu rassemblés entre hommes et entre femmes, c'est au sein d'un groupe de méditation. Alors encore une autre question un peu étrange, qui nous paraît un peu étrange. Est-ce que par exemple, il y a des entités comme la France, par exemple, qui ont un rôle important à jouer, ou est-ce que par exemple le peuple juif a un rôle à jouer dans le programme en question? Est-ce qu'il y a des missions particulières attribuées à certains pays ou à certains peuples? Nous avons tous une mission que nous avons prévue avant de nous incarner. Avant de nous incarner, nous définissons un cadre évolutif des potentiels d'expérience que nous allons vivre dans cette incarnation. Individuellement, nous choisissons. Et collectivement, il y a aussi des... collectivement, il y a des pays qui ont des missions et l'épanouissement global dans ce pays peut se mesurer à l'aune de justement la perception que ce pays a de sa mission. Mais là, c'est rare que les gouvernants soient conscients parce qu'ils n'ont pas la formation spirituelle, ils n'ont pas le niveau d'évolution requis pour prendre conscience d'une mission qui est quand même à des niveaux très élevés de conscience, de perception. C'est comme l'être humain, nous sommes tous différents. Et si on part de la science, d'une science ancestrale des systèmes de rayons, il y a ces rayons d'énergie qui viennent sur la planète et qui sont dispatchés à différents moments, pour chaque pays, c'est aussi différent. Alors, par exemple, les pays d'Occident ont effectivement évolué sur les autres pays africains et en plus dans ce colonial, etc. Mais il n'empêche que toutes ces informations, tout ce savoir qu'on a, maintenant, c'est important dans ce sens de pouvoir le partager, de transmettre aussi aux pays qui ont besoin de se développer. Et donc c'est dans le sens du partage que ça arrive. C'est ces valeurs qu'on a comprises, nous, c'est important aussi de les transmettre. Le partage, la justice, la paix, le respect de l'autre. Voilà, c'est effectivement des grandes valeurs qui sont pour chaque peuple. Après, si vous voulez, il y a des peuples qui sont un peu plus orientés scientifiquement, un peu plus orientés vers la compassion, un peu plus. Mais chaque pays participe, c'est comme les êtres humains, chaque pays participe à l'évolution de l'humain. Si vous êtes intéressé par la question juive, je vous conseille de lire Alice Bailey, qui a beaucoup parlé. Il faut parcourir ses 28 ouvrages. Et il y a de longs passages dans certains d'entre eux sur l'évolution du peuple juif. C'est très très intéressant. En effet. Benjamin Crème n'a pas vraiment abordé ce sujet-là. Oui, alors finalement, on va bientôt commencer la réunion, donc on va bientôt clore notre entretien malheureusement. J'avais encore deux questions à vous poser. D'une part, pour commencer, finalement,
quel va être l'avenir de l'humanité finalement? Comment allons-nous vivre? Parce que c'est bien gentil, on va partager, mais est-ce que nous allons vivre autrement ou est-ce que finalement, au fond, l'humanité continuera à avoir le même mode de fonctionnement Bien, non. Nous vivons une transition formidable. Moi, je vous promets, enfin moi non, mais notre message, c'est que nous allons très bientôt vivre une civilisation fondamentalement différente, où les gens ne fermeront plus leur maison à clé, où le concept de vol disparaîtra. À l'époque d'Atlante, le vol, ce concept n'existait même pas. Un monde où tous les pays coopéreront pour le bien commun, où un monde où plus personne ne couchera dehors, ne sera laissé sans aliments, un monde de paix, de partage et de justice. C'est vraiment l'enseignement fondamental des maîtres, et ils nous disent que c'est pour demain. Ça va pas se faire d'un jour à l'autre, mais dès le jour de déclaration, ça va être vraiment le moment où tout le monde d'abord prendra conscience que nous ne sommes pas seuls, que nous n'avons jamais été seuls, que les maîtres sont là, et ça sera le moment où nous allons commencer à mettre en pratique leurs enseignements. Et cette mise en pratique amènera des modifications fondamentales de nos structures politiques, économiques, sociales, etc. etc. Est-ce qu'on peut dire qu'au fond, ce qui va se passer maintenant, c'est ce à quoi on était préparé depuis des millénaires déjà? Mais c'est le but de la vie. Simplement, vraiment, il faut qu'on en prenne conscience, de prendre conscience de ce que nous sommes des âmes en réincarnation. Et ça, c'est très important pour pouvoir comprendre comment nous pouvons nous relier nous physiquement à la spiritualité. Ça, jusqu'à présent, ça n'a pas été expliqué. Je voulais aussi revenir sur le fait qu'il y a aussi des grands progrès de l'humanité qui sont prévus, comme des grands progrès technologiques qui permettront d'avoir des transports absolument silencieux, donc ce sera très très bien au niveau des villes. Les villes seront installées de manière très particulière à un centre pour la méditation, des architectures, des champs, des autres centres d'éducation pour les enfants. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont prévues. On aura de l'énergie gratuite. De l'énergie gratuite qui est apportée de la lumière. directement du soleil et qui sera gratuite avec un correspondant avec le magnétisme. Donc ça, c'est des innovations scientifiques. Je crois que Ben nous disait qu'on a presque du mal à imaginer comment la transformation peut être ça dépasse tout ce qu'on peut rêver, tout ce qu'on peut... C'est pour ça que voilà. Donc, et en plus, on nous dit qu'on va vers un âge d'or. Effectivement, ça peut faire rêver, voilà. Donc, préfère rêver à ça plutôt qu'à rêver dans la vie. Mais est-ce qu'il y aura toujours des gouvernements, il y aura toujours des chercheurs, mais le but des gouvernements sera le bien commun. Et non pas l'intérêt personnel de certains membres du gouvernement. Les gouvernements coopéreront dans la plus parfaite transparence pour l'intérêt global de chaque être humain. Alors j'ai parlé avec plusieurs personnes de votre mouvance et parce qu'on les voit souvent dans les salons de la réalité, donc je n'ai pas mal interviewé. Alors il y a une chose qui m'a un peu interloqué, parce que moi-même je suis dans l'astrologie, c'est que quand ils nous parlent du passage des poissons vers le Verseau, on ne sait pas très bien, parce que vous faites un peu d'astrologie, vous connaissez un peu le zodiaque, parce que le zodiacal. Pas plus que ça. Bon, parce qu'on nous dit, est-ce qu'on est en train de passer d'une ère très individualiste à une ère très collective, ou l'inverse? Non, bien sûr que non. Non, parce que je veux dire, franchement, au niveau des concepts astrologiques, c'est pas clair. Hein. Ouais, en termes ésotériques, ça l'est. Il reste à l'astrologie, à se connecter à l'astrologie ésotérique. Mais, nous sommes effectivement. Dans quel sens on va alors? Nous sommes effectivement en train de passer de l'ère des poissons, qui a été une ère où les valeurs d'individualisme et d'idéalisme se sont développées. Il n'y a pas une ère qui est meilleure qu'une autre. Hein. L'ère des poissons, inaugurée par le disciple Jésus il y a à peu près 2000 ans, est en train de se terminer. Nous sommes en train de rentrer dans l'ère du Verseau, qui, elle, ne va plus être une ère où on va développer l'aspect individuel, puisqu'on l'aura déjà développé, mais on va développer l'aspect coopération, synthèse, mise en commun des connaissances et travail de groupe. Non, mais la raison pour laquelle je vous pose cette question, c'est que les astrologues, je ne parle pas des airs, mais quand on définit le signe Verseau et le signe Poisson, c'est exactement l'inverse. On dit que le Verseau est un signe très individualiste, très original, etc. Et que les poissons ont un sens plus neptunien, plus collectif. Donc, pour un astrologue, oui, voilà. Au niveau de l'âme. Non, mais je veux dire que pour les astrologues, d'après la tradition astrologique,
ils n'ont pas cette façon de voir les choses, c'est ça qui... Alors, il y a un ouvrage de référence, c'est celui d'Alice Bailey, Astrologie ésotérique. Alors, Tout astrologue moderne alors devrait elle lire parle devrait du lire Verseau et du Poisson. Elle parle de tout ça. Alors, je ne suis pas un spécialiste, mais je sais que ce livre existe. Je l'ai entre les mains et je conseille à tous les astrologues aujourd'hui de le lire. Parce que, par exemple, on dit Uranus est la planète du Verseau, Neptune est la planète du Poisson. Or, Neptune, c'est les océans, c'est l'eau, donc c'est quelque chose de Ça très, dépasse nos compétences. de très collectif. Et le Verseau serait plus... Donc, finalement, c'est pour ça Non, que... mais là, je veux dire, on n'est pas en train de scinder différentes connaissances au niveau intellectuel. On donne des grandes idées sur les grandes conceptions de la civilisation où on va. Simplement pour dire que la planète, elle évolue en même temps que nous. C'est vraiment important. Oui. Il faut comprendre que la Terre, nous avons des systèmes d'évolution. La Terre est à peu près au milieu de son évolution. Milieu. Et il va rejoindre des planètes comme Vénus, qui fonctionnent déjà sur d'autres plans mentaux et de connaissances directes entre les individus. Oui, ça c'est tout un background de connaissances qu'il faut avoir pour comprendre cela. Et comme vous dites, il suffit de lire astrologie ésotérique, vous allez voilà, tout non mais comprendre. d'accord. Voilà. Alors est-ce que ça veut dire qu'il y a des humanités sur d'autres planètes c'est ça, et même éventuellement ce qu'on peut appeler des extraterrestres quelque part. Ce sont nos frères d'autres planètes. Oui, c'est important dans votre point de vue. Bien Donc sûr. finalement, cet avènement, il est également lié à l'intervention éventuellement de mondes qui sont plus évolués que le nôtre, par exemple, je ne sais pas. Exactement. Actuellement, nos frères de l'espace nous visitent, nous rendent visite, mais en respectant notre libre arbitre, c'est-à-dire qu'on ne les voit pas atterrir sur la place de la Concorde, par exemple, hein, mais après le jour de déclaration, ils auront été présentés par Maitreya et ils vont vraiment pratiquement cohabiter avec nous. On va s'habituer à leur présence. Bien sûr. On travaille déjà avec Maitreya dans l'apparition des signes que l'on peut voir, ce sont des croix de lumière, des cercles de lumière. Oui, il y a eu pas mal de conférences Il y a ici beaucoup là-dessus. de partage final, de témoignages, toutes ces manifestations qui montrent que, en plus les maîtres sont là, qu'il y a des vaisseaux spatiaux, qu'il y a beaucoup de choses. C'est vraiment pour interpeller l'être humain, la connaissance de quelque chose de nouveau, mais de manière ouverte, pas en avoir peur, parce que je vois les politiques auraient tendance, enfin tous les hommes politiques ont tendance à cultiver plutôt la peur. Ça c'est toujours fait. Maintenant, on va vers l'ouverture. Est-ce que ça rejoint, je ne sais pas si vous connaissez l'œuvre de Jean Saint-Guy, ça ne me dit rien, Saint-Guy, c'est un commentateur de la Bible et qui dit que les dieux dont on parle dans la Bible, ce sont en fin de compte des extraterrestres, par exemple. Dans des temps très anciens, voilà, oui, effectivement. Les premiers maîtres qui sont apparus sur Terre venaient d'autres planètes. Voilà. Puisque d'autres planètes comme Vénus, Mercure, Neptune, Uranus sont beaucoup plus avancées que la planète Terre. Et quelque part, alors justement, ce qui m'intéresse, moi, c'est finalement, ils ont organisé quelque chose, ils ont mis en place quelque chose. Oui, ils ont mis en place l'évolution sur cette planète Terre. Peut-être même quelque chose, une espèce de calendrier. Oui, il y a une protection déjà, c'est-à-dire qu'avec ce qui se passe à l'heure actuelle sur la planète par rapport à l'énergie nucléaire, qui est vraiment très dangereuse, ils nous protègent en permanence contre nos grands défauts, qui risquent de faire exploser la planète. Oui. Ça, ils sont vraiment une œuvre qui travaille avec les Pléiades dans ce sens, et puis un jour, on les en prendra conscience. Je veux dire, ce sont des êtres éclairés, mais en même temps, il faut voir sous une forme de notion de protection. Nous allons commencer, si vous voulez bien comprendre qu'ils sont répondre sur un autre plan éthérique que nous, et qui nous permettent que nous ne voyons pas. Si nous avions la vision éthérique, nous pourrions les voir. Voilà. Je voulais vous poser une dernière question sur Darwin. Est-ce que justement vous êtes anti-darwinien certainement? Non, mais on ne dit rien du tout. On ne dit rien du tout. Non, mais je veux dire, vous pensez que c'est Darwin pas a défini l'évolution des véhicules physiques. Puisqu'au moment où on est très pratique, je vous invite aussi à fermer ces petites choses, ces téléphones, qui sont des outils fort pratiques, mais qui ont une certaine tendance à sonner qui ont, eux, évolué selon les lois du darwinisme. Donc pensez bien à l'état comportable. Ponctuelle de l'individualisation des âmes. Et là, Je ça n'a rien m'appelle à voir avec le darwinisme, dont les l'équipe créations et les organisatrice. darwinistes ont tous les deux raison, mais ils parlent de deux choses différentes. On va essayer d'interrompre. Merci Bernard, merci Jocelyne. Ces journées sont organisées